Avant que je commence, je tenais à remercier le Ciric Iliad et puis le Cancer au Pôle Grand Ouest de me permettre d'être là aujourd'hui. Je suis ravie. Donc, on va continuer de parler d'activité physique et de cancer du sein. Moi, je suis enseignante-chercheuse dans un laboratoire sur Rennes qui s'appelle le laboratoire Mouvement Sport Santé et enseignante aussi à l'université dans la filière STAPS dont parlait tout à l'heure Julie et Clotilde. Ça veut dire qu'on forme les enseignants en activité physique adaptée à justement superviser ces séances pour des patients qui ont différentes pathologies. Donc là, on va se focaliser principalement sur le cancer du sein. Et en termes de recherche, on travaille, nous, dans le laboratoire, sur 2 axes principaux. Le premier, ça va être de la recherche fondamentale, qui cherche davantage à comprendre ce qui se passe dans l'organisme atteint de différents cancers. On ne fait pas que du cancer du sein, quand on le remet en mouvement. Et qu'est-ce qui va être libéré dans le sang, quelles hormones, quels mécanismes se mettent en action pour essayer de lutter contre l'évolution de la maladie. On a des travaux qui tournent autour de ça. Et l'autre axe va être plutôt sur le terrain, auprès des patients, où on développe des séances d'activité physique adaptées pour des publics avec des cancers soit masculins, parce que les hommes ont plus de difficultés à s'engager dans l'activité physique, ou pour des cancers plus agressifs, ou comme le disait Damien tout à l'heure, la perte de poids et cette notion de dépense énergétique assez importante due au cancer doit être prise avec attention quand on y rajoute une activité physique qui pourrait là aussi faire perdre du poids. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on se focalise sur le cancer du sein. Alors, il y a des choses qui ont déjà été abordées. Bon, Fabienne en a parlé sur les chiffres. Donc, on est à un peu plus de 60 000 nouveaux cas de cancer chaque année. Et ça reste le cancer le plus fréquent et le plus inducteur de décès en France. Et lorsqu'on regarde les facteurs de risque, alors de la même façon, Damien en a parlé, sur les 4 principaux facteurs de risque dits modifiables, que sont le tabac, le surpoids et l'obésité, l'alcool et l'alimentation déséquilibrée, on retrouve bien ce cancer du sein avec une augmentation du risque de cancer du sein lorsque justement on est en surpoids, obésité ou qu'on consomme de l'alcool. De la même façon, dans le dernier rapport de l'INCa, on voit que le manque d'activité physique fait partie aussi des facteurs de risque de cancer. Alors, Julie et Clotilde vous ont donné la définition d'activité physique. Moi, je reviendrai sur 2 concepts qui sont importants aujourd'hui de comprendre. Et si ce n'est pas clair, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Parce que si on veut justement intégrer pleinement l'activité physique dans notre quotidien, il faut qu'on soit tous raccords sur la terminologie. Donc l'activité physique, elle a été définie, ça va être toutes les activités qui vont générer une dépense énergétique. Et dans les facteurs de risque de cancer, on a 2 choses qui sont bien 2 comportements distincts et qui sont 2 facteurs de risque indépendants de cancer. D'un côté, vous avez l'inactivité physique. L'inactivité physique, ça va être le fait de faire un peu d'activité physique, mais pas suffisamment pour dépasser les recommandations de l'OMS. Donc vous faites quand même, mais ça ne dépasse pas le seuil de l'OMS, donc vous n'êtes pas considéré comme actif. Mais c'est déjà bien. La sédentarité, je mets un petit canapé là, parce que c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. C'est pour ça que vous allez bouger un petit peu pour qu'on arrête ce comportement. Ça va être toutes les situations où la dépense énergétique elle est quasi nulle. Donc vous êtes sur une dépense énergétique de repos, donc c'est majoritairement le temps que vous passez en position assise ou allongée en dehors des périodes de sommeil. Et lorsque l'on dépasse chaque jour plus de 8 heures en position assise ou allongée, donc ça peut être une journée de travail potentiellement, on va être considéré comme sédentaire. Alors ça nous semble énorme, mais entre les déplacements dans les voitures ou dans les transports en commun, le travail, le soir, vous lisez ou vous regardez la télé, on se rend compte que ce comportement est rentré de manière très importante dans notre quotidien. Et ces 2 facteurs-là sont tous les 2 des facteurs de risque de cancer. Ce qui veut dire que potentiellement, là, si on analyse un peu nos comportements, vous pouvez avoir 4 profils. Vous pouvez être inactif et non sédentaire. Donc vous n'allez pas dépasser les seuils de l'OMS, mais par contre, vous ne restez pas plus de 8 heures assis par jour. Ou alors inactif sédentaire, actif et sédentaire, ou actif et non sédentaire. Et donc c'est important
de se questionner là-dessus parce qu'il faut en effet avoir un message qui est il faut bouger, pratiquer une activité physique en fonction de sa condition physique. Mais il faut aussi, en parallèle, essayer, tant qu'on le peut, de rompre les périodes de sédentarité. Et on a de la chance parce que la semaine dernière est sortie sur le site de l'ANSES une étude, donc vous pourrez la lire, en 3 minutes c'est lu, donc, qui est tirée d'un groupe d'experts qui a analysé toutes les études sur justement ces périodes de sédentarité pour voir les méfaits. Et elle regardait aussi comment on pouvait intervenir pour lutter contre cette sédentarité et quels effets bénéfiques on retrouvait dans notre corps. Et donc, ces études s'accordent à dire que lorsqu'on marche régulièrement 5 minutes en marche très douce ou 3 minutes en marche à peu près rapide, toutes les 30 minutes, alors après, on a des études qui montrent qu'on arrive déjà à avoir des bénéfices toutes les heures ou toutes les heures et demie, eh bien on arrive à réverser les troubles métaboliques ou cognitifs qui sont induits par la sédentarité. Donc ça, c'est très encourageant parce que parfois, on a des métiers ou des attitudes et des comportements qui vont forcément nous rendre sédentaires. Et donc là encore, il ne faut pas nous culpabiliser, mais on peut voir à travers ces études qu'il y a des solutions et que se lever, marcher régulièrement en études. Alors, sur les bienfaits de l'activité physique sur le risque de cancer du sein, je reviens juste sur le chiffre. Damien en a parlé. Là, je vous mets les 2 rapports nationaux écrits en français et assez synthétiques qui montrent le niveau de preuve qui est élevé pour le cancer du sein et qui montrent bien que lorsqu'on pratique une activité physique régulière, eh bien, on a une réduction du risque de cancer du sein d'environ 20 à 25%. Pendant la maladie, comme l'ont dit Julie et Clotilde, l'activité physique, il faut voir que maintenant, elle s'inscrit dans le panier des soins oncologiques de support, au même titre que le support psychologique et l'intervention nutritionnelle. Alors, quand on a les retours de patients, on sait qu'il y a des disparités géographiques, que tous les centres vont peut-être pas potentiellement proposer les mêmes formules, mais en tout cas, ça fait partie du panier des soins de support. De la même façon, depuis 2016, l'activité physique peut être prescrite sur ordonnance. Alors, ça, vous avez vu, on a eu un rétropédalage un peu du gouvernement. On a pensé que ça allait lancer des choses et permettre aux patients d'accéder, je vais m'étouffer, d'accéder à des séances d'activité physique. On n'arrive pas à avoir un remboursement qui est convenable. Mais ça a eu le mérite de parler d'activité physique adaptée pour les patients qui sont atteints de pathologies chroniques et donc de développer ça. Donc voilà, ce n'est pas forcément ce qu'on attendait, mais c'est déjà un plus. En termes de recommandations, je vous mets là des recommandations issues de la littérature internationale. Tout à l'heure, on a surtout cité les recommandations de l'OMS, qui ne sont pas à destination des patients atteints de cancer, mais qui sont à destination du grand public. Là, je vous mets des recommandations internationales qui montrent que dans l'idéal, pratiquer 30 minutes d'activité physique, donc d'endurance, ce qu'on appelle la dominante aérobie, déjà 3 jours par semaine, c'est déjà bien pour les patients atteints de cancer. Et ça reste un objectif à atteindre. Ça veut dire qu'on commence petit et qu'on y va forcément progressivement. L'intensité, en effet, nécessite, si on veut optimiser les bénéfices, d'être modéré à élevé, mais c'est en fonction de ses capacités. Et dans l'idéal, il faut y associer 2 sessions de renforcement musculaire pour qu'on ait à la fois un travail sur les facteurs cardio-respiratoires et sur les muscles. Donc ça, c'est important. On pourrait, en effet, vous dire, comme on l'a fait tout à l'heure, parler de 150 minutes par semaine. Je pense qu'il est important de dire qu'il faut fragmenter l'activité physique qu'on réalise. Faire une séance, souvent je pense aux gens qui vont faire du vélo ou le dimanche matin, qui vont partir en sortie vélo toute la matinée, c'est déjà super. Mais potentiellement, ils vont partir 3 heures et ils auront déjà fait le quota proposé par l'OMS. Et parfois, pour que vous ayez un peu l'image que nous, on essaye de faire passer, c'est comme si vous brossiez les dents 7 fois le dimanche. Ça n'est pas le même résultat que de se brosser les dents de manière quotidienne. L'activité physique, c'est exactement ça. Les bénéfices et les adaptations que crée l'activité physique dans votre corps nécessitent une répétition.
Et c'est aussi pour ça que quand on s'arrête de faire de l'activité physique, on se désentraîne aussi au bout d'un moment, parce que ça nécessite d'être répété. Donc il faut, dans l'idéal, atteindre un certain timing, mais faire un petit peu de temps en temps, c'est mieux que de se dire « Allez, il faut que je parte marcher 2 heures et je suis fatiguée, mais je continue ». Surtout pas. Dans le dernier référentiel de l'AFSOS, là, qui est l'Association française des soins oncologiques de support, ils ont remis aussi des guidelines. En fait, ça vous montre qu'il faut que le programme soit quand même supervisé et encadré. Il y a ce que vous allez faire dans votre vie de tous les jours, en fonction de vos envies. Il faut toujours que ça reste un plaisir. Donc, en effet, quand on parle d'activité physique, ça peut être le jardinage, les déplacements, le ménage, le bricolage. Mais malgré tout, quand on regarde les études et la littérature scientifique sur le sujet, on voit bien qu'à chaque fois, les patients sont inclus dans des programmes d'activité physique. Ça veut dire que ces programmes, ils ont une durée, ils combinent aérobie et renforcement musculaire et ils ont une intensité et surtout, comme on en a parlé tout à l'heure, comme on l'a indiqué, ils sont supervisés et encadrés par des professionnels et ils favorisent le lien social. Et donc ça, on sait aujourd'hui que si on veut changer le comportement de manière pérenne, jouer justement sur ce lien social, c'est crucial. Donc il y a ce que vous faites en dehors, mais dans l'idéal, se retrouver dans une association ou aller marcher, mais à plusieurs. En groupe, on ne fait pas la même chose que quand on est tout seul. Alors, en prévention secondaire et tertiaire, Damien l'a dit, donc je ne vais pas non plus tout répéter, mais ce qui est important, donc on a vu l'activité physique, là aussi le niveau de preuve est élevé pour dire qu'il permet de réduire la fatigue et d'améliorer la qualité de vie. Il permet de jouer sur la composition corporelle et donc, in fine, d'impacter la prise de masse grasse qui est aussi, on l'a vu tout à l'heure, un facteur de risque. Il peut diminuer les complications périopératoires. Et puis, on n'en a pas parlé, mais c'est important, hein, Fabienne, vous le disiez, le bras qui se lève. Mais oui, le lymphœdème. Pendant longtemps, on considérait à tort que l'activité physique pouvait aggraver le lymphœdème. Toutes les études montrent que si l'activité physique est bien menée et adaptée aux patients, on n'a pas d'aggravation du lymphœdème, voire même parfois, il peut diminuer. Donc ça, c'est important parce qu'on a des femmes qui n'osent pas utiliser ce bras justement pendant les séances. Et puis, on a un impact aussi sur la densité minérale osseuse qui peut être influencée par les traitements. Donc, vous voyez, différents bénéfices. Les deux derniers, je les ai mis à part. Pourquoi ? Parce que la masse musculaire, en tout cas la surface de masse musculaire que vous avez dans votre corps, est corrélée pour une grande majorité des cancers à l'espérance de vie. Et donc, améliorer, on va dire, ou en tout cas stabiliser sa masse musculaire, c'est aussi jouer potentiellement sur son espérance de vie. C'est pour ça que je vous mets que c'est prédictif de l'espérance de vie. La capacité cardio-respiratoire aussi. Quand on vous fait un test d'effort, eh bien, même les personnes qui ne sont pas malades, hein, les personnes qui auront ce qu'on appelle une VO2 max, donc une capacité cardio-respiratoire plus élevée, seront potentiellement les gens qui vont vivre le plus longtemps. Donc l'activité physique, là aussi, va permettre pendant les traitements de stabiliser cette masse musculaire ou cette capacité cardio-respiratoire qui décline parfois avec les traitements. Et en dehors des traitements, elle peut même l'améliorer. Alors est-ce que, au vu de ces effets-là, on peut aller jusqu'à une amélioration de la survie? Alors là, on restera plus modéré. Les données sont extrêmement encourageantes, mais le niveau de preuve n'est pas suffisant pour le dire d'un point de vue scientifique, j'entends, parce qu'on a des critères très très précis. Mais je vous mets là le résultat d'une grosse revue qui a analysé toutes les publications scientifiques qui s'intéressaient au lien entre le risque de décéder d'un cancer et le niveau de pratique d'activité physique que les gens avaient. Donc, il y a différents cancers, mais moi, j'attire votre attention sur le sein. Le risque est placé à 1. Quand on est au-dessus, c'est que ça aggrave, et quand on est en dessous, c'est que ça améliore. Et c'était la première étude, revue en tout cas, qui montrait en 2020 que lorsqu'on commence une activité physique après le diagnostic, et ça c'était très intéressant parce qu'elle montrait qu'on avait les mêmes résultats quand on l'avait fait avant. Ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard pour commencer cette activité physique.
Et quand on la commence après le diagnostic, eh bien, on arrive à réduire d'un certain pourcentage, qui dépendra aussi des patients, bien évidemment, le risque de décéder. Fabienne en a parlé aussi en introduction. On a un niveau de preuve qui commence à être de plus en plus important sur la réduction du risque de mortalité et de rechute de 20 à 50%, là aussi en fonction des cancers. Et moi, je vous mets après, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que bouger permet d'avoir des effets ? Pour le moment, les preuves, et c'est ce qu'on fait nous au laboratoire, les preuves ou les mécanismes, alors qui restent des hypothèses qui ne sont pas toujours validées chez le patient, mais parfois plutôt sur des modèles précliniques. Donc voilà, je vous dis ceux qui sont les plus connus, sont décrits ici. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'activité physique peut booster le système immunitaire dans certains cas et réduire l'inflammation qui peut être causée par la maladie. On a d'autres preuves scientifiques qui montrent que cette activité physique, quand elle est régulière et d'intensité modérée à élevée, elle peut lutter contre l'insulinorésistance qui se met en place pendant la maladie et aussi parce qu'on ne pratique pas assez. Il a été montré assez récemment que lorsqu'on contracte notre muscle pendant l'exercice, eh bien le muscle avait cette capacité à libérer dans le sang des molécules et que ces molécules, elles pouvaient avoir une action aussi sur les cellules cancéreuses. Donc on ne sait pas encore là comment elles agissent, on n'est pas en capacité de dire quel type d'activité physique chez le patient permettrait d'optimiser ça. Je vous dis bien les travaux les plus récents et les pistes et les enjeux, mais on commence à avoir aussi des travaux qui montrent ça. Facteurs épigénétiques et dommages à l'ADN, là aussi on a des études qui montrent que les niveaux d'activité physique, plus ils sont élevés, plus on pourra diminuer ces dommages à l'ADN. Et on reverra justement l'étude et les résultats des projets de Pierre-François ensuite. Et puis, je terminerai par vous montrer des études qui traitent de la vascularisation et qui sont très intéressantes et très prometteuses, qui commencent à montrer que lorsque l'on pratique une activité physique, eh bien, on va renormaliser, donc c'est rendre une vascularisation normale au sein de la tumeur, et donc permettre aussi d'améliorer ce qu'on appelle la perfusion. Donc ça va être la quantité de molécules de traitement potentiellement qui arrivent dans la tumeur. Là aussi, attention, le niveau de preuve n'est pas encore élevé chez le patient, on est juste sur des résultats précliniques. Alors pour vous expliquer ces nouvelles pistes de recherche qui sont encourageantes, la première, elle n'est pas récente. C'est une équipe américaine, 2015, ça fait 10 ans, non 2012, pardon, 13 ans. Et ils n'ont pas montré de lien entre les modifications de la vascularisation et la mortalité, la survie ou l'efficacité des traitements, mais c'était les premiers à montrer que lorsque des femmes atteintes de cancer du sein faisaient du vélo pendant leur chimio, il y avait des modifications des vaisseaux sanguins dans la tumeur et une perfusion accrue qui pourrait laisser penser que la chimio arrive davantage dans la tumeur. Je dis bien qu'il pourrait laisser penser. D'accord ? Ça, c'était il y a 13 ans. Et 3 ans après, il a eu une étudiante en thèse qui a développé des modèles animaux, donc là aussi, on est sur des preuves que précliniques, et qui montrait, je vous le mets là, que chez les animaux, l'activité physique, comparée aux animaux qui ne faisaient pas d'activité physique, eh bien, améliorait l'efficacité de la chimiothérapie, le nombre et la densité des vaisseaux. Donc ça, c'était 2015. En 2020, une autre équipe a travaillé non pas sur la chimio, mais sur une combinaison radiothérapie-immunothérapie, toujours chez l'animal, et montre là aussi que l'activité physique améliore la réponse à la combinaison radio-immunothérapie. Donc on commence à avoir, en tout cas, des enjeux, nous, en tant que chercheurs, autour de la capacité de l'activité physique à influencer la réponse au traitement. Donc on en est sur soit du cellulaire, soit des études précliniques, mais en tout cas, c'est encourageant. Et donc, je termine. Je vous ai juste mis pour que vous voyez que voilà, ça commence à se développer et que c'est vraiment prometteur. Donc, tout à l'heure, on était 2012, 2015, 2020. Là, on a encore 2 autres études, 2021-2024, toujours
chez l'animal, qui montrent que l'exercice physique améliore cette vascularisation, l'immunité et la réponse à la chimiothérapie. Et sur la droite, je vous ai mis les tout premiers essais cliniques. Alors, qu'on soit bien clair dans le message, hein, des essais cliniques qui ne montrent pas qu'il y a une amélioration de l'espérance de vie, ce n'est pas ce qu'ils cherchaient. Hein. Il faudrait des essais beaucoup plus longs. Mais là, ces 4-là montrent que les femmes qui sont sous chimiothérapie et qui pratiquent un programme d'activité physique adaptée vont terminer leur cycle de chimiothérapie et auront ce qu'on appelle là pathologic complete response, une réponse complète à la pathologie beaucoup plus importante que les patientes qui sont dans le groupe, qui reçoivent des conseils mais qui ne pratiquent pas. Donc c'est une première étape. Il faut rester toujours mesuré sur le niveau de preuve hein, et sur ce qu'on vous dit. La recherche, ça prend du temps, mais en tout cas, je vous mets, c'est des résultats qui sont encourageants. Il faut savoir qu'en France aujourd'hui, il y a plusieurs essais cliniques, notamment dans le cancer du poumon, où on propose une activité physique aux patients atteints de cancer du poumon pendant la chimiothérapie, et là, avec des prélèvements sanguins pour aller regarder l'impact de cet exercice sur vélo, sur le système immunitaire. Donc on est en train là, de rentrer dans cette ère-là avec voilà, des résultats qui sont encourageants. Alors en conclusion, voilà, on rabâche un peu hein, tout ça, mais je pense que vous comprenez l'importance en tout cas d'intégrer l'activité physique dans le parcours de soins du patient, avec des effets bénéfiques sur la qualité de vie, la fatigue, les capacités physiques, et puis le maintien de l'indépendance. Donc je vous mets l'activité physique, bien évidemment, ne remplace pas les traitements. Hein. Damien l'a dit, quand on fait tout bien, on va diminuer le risque, mais il y a quand même encore des cancers qui arrivent. Et donc voilà, c'est important de se dire que ça ne remplace pas les traitements. Ce n'est pas anti-cancer, on est bien en combinaison toujours de traitements. Mais les bénéfices sont indiscutables, en tout cas ceux que je vous ai cités le sont par leur niveau de preuve, et je mets ne pas conseiller la paix, c'est ne pas mettre toutes les chances du côté du patient. Et donc nous, on a ce rôle-là aussi d'aller auprès voilà, du grand public, mais des soignants, pour diffuser ce message qui est important, il faut parler d'activité physique à ces patients. Importance de l'évaluation, on l'a vu avec Julie Clotilde, et puis Damien en a parlé, hein, de la force musculaire, du test de marche de 6 minutes, tout ça c'est important. De la régularité et l'adhésion, je ressouligne, l'objectif reste le plaisir. Et là, on n'a pas le temps, mais nous, on travaille aussi beaucoup sur les freins et les barrières qu'ont les patientes et patients face à l'activité physique, qui sont très différents en fonction des types de cancers, en fonction de l'âge, en fonction de l'endroit où vous vivez, si vous vivez seul ou pas. Et donc tous ces critères-là, ces indicateurs sont très importants pour optimiser et personnaliser au mieux l'activité physique. Et les préférences, rien que ça, les préférences d'activité physique, c'est crucial. Et on voit que l'activité physique, quand elle est arrivée dans les associations, elle est arrivée par les femmes, parce que les femmes se sont bougées. Hein. Et donc il y a eu beaucoup d'associations roses. Et ce qui est très bien. Et on s'est rendu compte quand même qu'il y avait beaucoup de villes qui manquaient d'activité physique pour les hommes, parce qu'ils se sont saisis différemment des choses, et très peu pour les enfants et les adolescents. Donc il reste encore voilà, un travail à faire, mais en tout cas les préférences des patients, il faut savoir les écouter. Et puis, malgré tout, il faut identifier les barrières des soignants. Et là, je vous mets juste... on commence à avoir des rapports. Alors moi, j'ai encadré une thèse de médecine il y a quelques années avec une interne qui s'est intéressée à la prescription d'activité physique adaptée dans le parcours de soins du patient atteint de cancer en Bretagne. Et en fait, donc, elle est allée auprès des oncologues, mais aussi des médecins généralistes. Et on s'est rendu compte que la moitié des oncologues conseillaient l'activité physique, ils en parlaient, voire même ils la recommandaient, mais les médecins généralistes moins, faute de formation. Hein. Et que dans les freins en fait, qui ressortaient, mais alors là encore, on n'est qu'à l'échelle de la Bretagne, on a eu beaucoup de gens qui n'ont pas répondu, donc on estime aussi qu'il y a un biais de sélection parce que les médecins qui ont répondu sont peut-être plus enclins à avoir une sensibilité pour l'activité physique, donc là encore, il faut rester mesuré, mais ce qu'on retrouve, c'est des difficultés liées à la méconnaissance des bénéfices sur les effets secondaires des traitements et des rechutes. Donc, soit ils parlent de fatigue, qualité de vie, mais les autres résultats, non, alors que ça peut être des vecteurs aussi de motivation pour le patient.
Une méconnaissance des structures locales, et là je rejoins les filles, on a un problème majeur, c'est, ok, on dit aux gens bouger, mais on fait quoi? On va où? Et comment on trouve l'information en fait? C'est extrêmement difficile. Et une méconnaissance du métier d'enseignant, on n'a pas. Donc on entend des coachs, on entend les kinés, et donc il y a un peu un mélange, ce qui est logique, dans tout ça, ce qui fait que l'enseignant en n'a pas et parfois moins connu. Et donc on va moins diriger vers ces métiers-là qui pourtant existent et ont des cartographies référencées aussi à l'échelle nationale. Et puis les deux autres, c'était des consultations trop chargées, on le comprend, et une priorité donnée au traitement. Donc voilà, je pense que l'approche holistique, intégrative, qui justement nous fait être là tous ensemble, les patients, les soignants, les chercheurs, les assos, les enseignants en APA, est la meilleure des approches si on veut réussir tous ensemble. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ces interventions très complémentaires. Je voudrais juste demander à Damien, parce que je sais qu'il y a un réseau qui permet de répertorier les structures qui proposent de l'APA, et j'ai oublié la référence. Elles vont en parler Vous après. en parlez, d'accord, très bien. Et puis moi, j'ai oublié quelque chose en me présentant. Je suis membre d'une association qui s'appelle l'Association vendéenne de lutte contre le cancer, qui propose des ateliers d'activité physique adaptée. Alors, moi, j'ai la chance d'être sur les Sables d'Olonne, donc on a par exemple du surf adapté, mais ce n'est pas pour tout le monde. Donc il y a des choses un petit peu plus peut-être accessibles à tout le monde, mais je pense par exemple au tir à l'arc adapté, enfin, etc. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire de l'activité physique, et c'est bien rare si vous ne trouvez pas quelque chose qui vous corresponde. Donc merci d'avoir abordé ce sujet-là, parce que je pense qu'effectivement, beaucoup de choses existent. Le problème est plutôt de s'y retrouver. Voilà, alors maintenant, on va rentrer dans le dur. Très bien, je vous laisse faire.